Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un registre qui est prédominant dans le dernier jour d'un condamné, à savoir le registre pathétique. C'est un cours qui est destiné aux élèves de la première année, toutes branches confondues. Alors, on commence maintenant. L'ossature de notre travail, de notre séance, elle va être scindée, divisée en deux parties. La première partie serait réservée à un volet théorique et la deuxième partie pour le volet pratique. En ce qui concerne le premier volet, en l'occurrence le volet théorique, alors on va le diviser en deux parties, la définition et avec la conceptualisation, et puis nous avons le pathétique, alors à savoir une définition, les caractéristiques, et puis on va essayer de récapituler un petit peu. En ce qui concerne le deuxième volet, à savoir le volet pratique, alors on va commencer par, bien sûr, par un support, alors qu'on va découvrir, et puis on va passer pour les supports avec des indices du registre pathétique, à savoir le lexique de la tristesse, le lexique de la souffrance, et bien sûr les figures de style. Alors, en ce qui concerne le premier volet, alors on va commencer en premier abord par une définition concernant le registre littéraire. Qu'est-ce qu'un registre d'une façon générale? À l'instar d'autres modes d'expression comme la peinture, le dessin, la danse, la sculpture, la littérature détient parmi ses diverses finalités de susciter des émotions, de traduire des sensations ou de transmettre des sentiments. C'est ce qui est communément appelé registre littéraire ou tonalité d'un texte. Par registre littéraire, on désigne donc l'impression que peut provoquer un texte sur le lecteur, de la tristesse à la peur, de la joie à la pitié, de la terreur à la compassion. À signaler qu'il existe de nombreux types de registres littéraires qu'on peut scinder ou diviser en deux catégories. La première, les registres associés à des genres comme le registre tragique, le registre comique, le registre épique et le registre fantastique. Deuxième volet, deuxième partie, les registres transversaux qui ne sont pas forcément liés à des genres littéraires comme le registre lyrique, le registre polémique, le registre satirique et le registre pathétique. Ce dernier registre, le pathétique en l'occurrence, fera l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Que doit-on donc garder de cette définition? Alors on peut dire que le registre de langue est d'abord un mode d'expression. Son objectif de susciter et faire naître des émotions, de traduire des sensations, de transmettre des sentiments. Des sentiments comme, exemple, la peur, la tristesse, la joie, le rire, la pitié, etc. Et puis, on peut dire aussi qu'il existe deux types de registres, les registres associés à des genres littéraires et les registres transversaux. Alors, passons maintenant à une petite tentative de définition de registre pathétique. Au préalable, signalons que l'adjectif pathétique vient du grec pathos, qui signifie passion, ou souffrance, quand les procédés utilisés par l'auteur visent à déclencher les passions, à créer des effets particulièrement forts chez l'auteur, on parle de registre pathétique. Le registre pathétique concerne donc tous les énoncés qui suscitent chez le lecteur une émotion violente, douloureuse, voire des larmes. Cette émotion peut être une fin en soi, mais aussi avoir une fonction argumentative qui cherche à inciter le lecteur à y agir face à une injustice, par exemple. Alors, après cette petite définition, passons maintenant à quelques caractéristiques du registre pathétique. Premièrement, c'est que l'auteur fait recours à des thèmes de la sensibilité à travers généralement deux champs lexicaux, à savoir le champ lexical de la tristesse et le champ lexical de la souffrance. En ce qui concerne le champ lexical de la tristesse, on peut trouver des sentiments comme chagrin, la mélancolie, la morosité, l'affliction, la désolation, l'ennui, l'amertume, et j'en passe. Et en ce qui concerne le deuxième, le champ lexical de la souffrance, alors on peut trouver la douleur, torture, l'angoisse, la peine, le supplice, le malaise, l'enfermement, etc., etc., etc. Alors, quant aux figures de style, alors d'une manière générale, nombreuses sont les figures de style qu'emprunte le registre pathétique pour impacter le lecteur, citant entre autres
les figures d'analogie comme la comparaison, la métaphore, la personnification, les figures de l'opposition comme l'antithèse, l'oxymore, et bien entendu les figures de l'amplification et du rythme, à savoir l'hyperbole, l'énumération, l'anaphore et la gradation. Avant de passer au deuxième volet, à savoir le volet pratique, alors nous allons récapituler. Que doit-on garder des caractéristiques de registre pathétique? Premièrement, c'est que les objectifs sont de faire naître de l'appétit chez le lecteur, le pousser à compatir aux souffrances du personnage, à partager ses terreurs, ses angoisses, ses tortures. Deuxièmement, quels sont les procédés? Alors, ce qu'on doit garder de ces caractéristiques, c'est bien sûr les champs lexicaux de la tristesse et de la souffrance, et les figures de style, de l'analogie, de l'amplification et de la musicalité. Alors, passons maintenant au deuxième volet de notre travail, c'est le volet pratique. Alors, premièrement, on va commencer par un support. Alors, observons le support suivant. On va lire ensemble. Le support est le suivant. Victime des sévices d'un père alcoolique, la petite Lali Bijard agonise sur l'œil navré de Gervaise. Gervaise, cependant, se retenait pour ne pas éclater en sanglots. Il tendait les mains avec le désir de soulager l'enfant, et comme le lambeau de drap glissait, il voulut le rabattre et arranger le lit. Alors le pauvre petit corps de la mourante apparut. Ah, Seigneur, quelle misère et quelle pitié! Les pierres auraient pleuré. Lali était toute nue, oui, toute nue, et d'une nudité saignante et douloureuse de martyr. Elle n'avait plus de chair, les os trouaient la peau. Sur les côtes, de minces zébrures à violettes descendaient jusqu'aux cuisses. Une tache livide cerclait le bras gauche, comme si la mâchoire d'un étau avait broyé ce membre si tendre, pas plus gros qu'une allumette. La jambe droite montrait des déchirures mal fermées. Oh, ce massacre de l'enfance, ces lourdes pattes d'homme écrasant cet amour. Gervaise, de nouveau, s'était accroupie, ne songeant plus à tirer le drap. Rabaissée par la vue de ce rien du tout pitoyable, aplatit le fond du lit, et ses lèvres tremblantes cherchaient des prières. « Madame Coupeau, murmura la petite, je vous en prie. » Alors, avant de passer à l'analyse de support, pour le relier bien sûr à notre registre, à savoir le registre pathétique, alors je vais essayer de vous donner un petit lexique. Donc ce sont des éléments, des mots qui sont en relation avec le texte, qui se trouvent dans le texte, dont on va essayer de expliquer le sens. Alors vous avez les mots, regardez bien devant vous, vous avez le mot sévice, mauvais traitement corporel, violence physique. Le deuxième mot c'est agoniser, c'est-à-dire être à l'agonie, sur le point de s'éteindre ou bien de mourir. Éclater en sanglots, l'expression veut dire pleurer à chaudes larmes. Soulager veut dire diminuer une souffrance physique ou morale de quelqu'un qui est en train de souffrir. Le lambeau, alors morceau d'une étoffe déchirée, en guise de, alors dans le texte, la leçon de rien que comme, ou bien rien qu'en tant que. La nudité, ça vient de nu, alors c'est, on peut l'expliquer par les éléments suivants, caractère de ce qui est nu. Martyr, grande souffrance physique ou morale, ou bien une peine cruelle. En ce qui concerne le mot zébrure, c'est mieux de zèbre, normalement l'animal que vous connaissez bien, dont les marques sont zébrées, alors qui veut dire marque de cou de forme allongée. Puis nous avons le cinglement, c'est-à-dire les traces de fouet. Puis nous avons étau, instrument permettant de tenir solidement serré des objets. Et puis nous avons la fin, broyer, ça veut dire écraser et casser. Alors maintenant, nous allons analyser le support en passant par les questions suivantes. Alors, vous allez voir un petit peu les questions et puis nous allons revenir, donc faire des va-et-vient entre les questions avec le texte. Alors, la première question est la suivante. À quel type de texte se rattache ce passage? Alors, je vous donne un petit moment, vous allez essayer de me donner la réponse. Le B, vous allez justifier votre réponse. Puis on passe pour le C qui est décrit à travers ce texte. Le D, de quel type de description s'agit-il? Est-ce que c'est une description physique, morale ou bien les deux?
Et puis nous avons, est-elle améliorative ou péjorative, c'est-à-dire est-ce qu'elle est positive ou bien négative, est-ce qu'elle est valorisante ou bien dévalorisante. Et puis à la fin, bien sûr, nous allons passer pour la dernière question, ce serait de souligner les termes, expressions qui le prouvent, c'est-à-dire on va essayer de justifier notre réponse. Alors je vous dis bravo mes chers élèves, vous avez sûrement trouvé la réponse suivante. En ce qui concerne la première question, à quel type de texte se rattache ce passage? J'ai trouvé que normalement, il est en relation avec le texte descriptif. Pour le B, justifiez votre réponse. Vous avez sûrement justifié votre réponse par le fait que nous avons l'emploi de l'imparfait descriptif. Par exemple, vous avez des zébrures sondées, nous avons la jambe montrer une déchirure, etc. Et bien sûr, nous avons l'emploi des verbes d'état comme était, apparu. En ce qui concerne la question numéro C, qui est décrit à travers ce texte. Alors là, on va faire une petite remarque, c'est qu'en réalité, nous avons deux personnages. Alors, il y a un personnage qui est décrit physiquement, un autre personnage qui est décrit moralement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, pour le moment, c'est d'abord le personnage qui est décrit physiquement, à savoir Lali Bijard. Le D, il s'agit d'une description physique. Pourquoi? Parce que dans le texte, on va trouver le corps, on va trouver les côtes, on va trouver le bras, la jambe. Pour le E, alors c'est sûrement que vous avez trouvé la bonne réponse, et bien sûr, c'est bien clair, la description est péjorative, négative, dévalorisante. Pour le F, alors c'est exactement ce que nous allons voir pour la suite, alors avec des marques que nous allons voir dans le texte que nous allons reprendre ensemble. Alors nous avons dit dans la question précédente que la description, elle est péjorative, elle est dévalorisante, elle est négative. Alors quels sont les éléments qui le montrent? Alors on va commencer par le premier champ lexical, à savoir celui de la souffrance. Alors on va prendre, mes chers élèves, nous allons prendre le texte, on va revenir à notre texte, nous allons souligner. Alors si vous prenez la première ligne, alors quels sont les éléments qui renvoient au champ lexical de la souffrance? Sûrement, vous avez trouvé, pour la première, la ligne 1, vous avez victime, vous avez sévice, vous avez agonis. Alors, nous allons souligner les mots. Et puis, on passe directement pour le texte et directement pour la ligne 4. On va trouver le mot soulager, que nous avons déjà expliqué. Puis, nous avons pour la ligne 5, nous avons la mourante. Pour les lignes qui viennent après, 6, nous avons nu. Alors un mot qui est répété à 2 reprises. Et puis il a été repris par le nom, la nudité, l'état de quelqu'un qui est nu. Alors la nudité, normalement, ça donne de la souffrance parce que ça fait vraiment très froid. Puis nous avons les mots saignante, douloureuse, martyr, zébrure, etc., etc. Donc voilà un petit peu un ensemble, exactement beaucoup de mots qui sont en relation avec le champ lexical de la souffrance. Alors, après le champ lexical de souffrance, on passe maintenant pour un deuxième champ qui est inhérent au registre pathétique, à savoir le champ lexical de la tristesse. Si on revient à notre texte, donc le même support, alors on va trouver les éléments suivants. Vous avez pour la ligne de présentation, on va trouver l'expression l'œil navré. Navré, ça veut dire triste. Après, nous allons trouver pour le texte se retenez pour ne pas éclater en sanglots. Vous avez le pauvre petit corps. Ah Seigneur, quelle misère et quelle pitié. Bon, là, vous avez remarqué sûrement que ce sont des phrases exclamatives qui expriment un sentiment de tristesse. Nous avons les pierres auraient pleuré. On aura bien sûr l'occasion de revenir un petit peu pour les figures de style. Bon, après, vous avez d'autres mots. Oh, ce massacre de l'enfance, renversé par la vue de ce rien du tout, pitoyable, aplati au fond du lit, ses lèvres tremblantes cherchaient des pierres, etc., etc., etc. Voilà. Alors, mes chers élèves, à votre avis, le recours à ce deux champs lexicaux, à savoir celui de la tristesse et de la souffrance, quel sentiment l'auteur cherche-t-il à faire naître chez le lecteur? Vous allez sûrement me répondre par la compassion, la pitié. Alors, la compassion et la pitié, ce sont les deux bases, les deux plateformes
du pathétique, c'est-à-dire le registre dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, ce pathétique, dans ce passage, est renforcé par des figures de style. Alors, relevez-en quelques-unes. Vous avez sûrement trouvé, mes chers élèves, les figures de style suivantes. Alors, nous avons « Quelle misère et quelle pitié ». Nous avons « Les pierres auraient pleuré ». L'allée était toute nue. Oui, toute nue. Vous n'avez plus de chair. Les os trouaient la peau. De minces zébrures violettes. Une tache livide cerclait le bras gauche comme si la mâchoire d'un étau avait broyé ce membre si tendre, pas plus gros qu'une allumette, si lourd de pattes d'homme écrasant cet amour. C'est-à-dire qu'on peut normalement diviser alors, en des comparaisons. Alors, par exemple, nous avons une tache livide cerclait le bras gauche comme si la mâchoire d'un étau avait broyé ce membre si tendre. La métaphore, c'est lourd de pattes d'homme écrasant cet amour. Et puis nous avons aussi une hyperbole. Nous avons la phrase « Les pierres auraient pleuré ». C'est une hyperbole et en même temps c'est une personnification, donc ce qu'on appelle une hyperbole basée sur une personnification. Nous avons « Quelle misère et quelle pitié ». Ce sont bien sûr des, comme vous l'avez déjà remarqué, c'est une anaphore avec la reprise de « Quelle ». Alors, comme vous pouvez le constater, mes chers élèves, alors le passage que vous avez devant vous avec les multicolores, alors vous allez remarquer que nous avons plusieurs couleurs, nous avons surtout 3 couleurs. Alors, tout ce qui est en relation avec la tristesse, il est souligné ou bien il est marqué en jaune. Puis nous avons pour la souffrance, il est marqué en vert. Et puis les figures de style, nous avons le gris et en même temps nous avons souligné. Donc si vous trouvez le gris ou bien souligné, c'est que nous avons les figures de style. Alors vous avez remarqué que normalement ici nous avons un petit peu les caractéristiques de ce que nous avons appelé le registre pathétique, à savoir la tristesse, la souffrance et les figures de style, à savoir la comparaison, la métaphore, la personnification et l'hyperbole. Alors nous pouvons déduire en toute sérénité que ce passage est par excellence pathétique. Pour émouvoir le lecteur et l'inciter à compatir à l'état déplorable et pitoyable de la petite Laly Bijard, l'auteur Émile Zola a fait recours d'abord au chant lexical de la tristesse, puis le chant lexical de la souffrance. Vous avez remarqué sûrement la phrase exclamative, quelques figures de l'amplification comme l'hyperbole, l'anaphore, et bien sûr quelques figures d'analogie comme la comparaison, la métaphore. Alors comme on dirait conclusion pour notre travail de cette séance, à savoir le registre pathétique, je vous propose un prolongement et que vous allez travailler sur un support que vous avez sûrement déjà travaillé avec votre prof en classe, c'est l'incipit du roman « Le dernier jour d'un condamné ». Alors, la question est la suivante. En quoi l'incipit du roman à thèse « Le dernier jour d'un condamné » constitue-t-il une ouverture pathétique? Autrement dit, où réside le pathétique dans cet incipit du roman à thèse de Victor Hugo « Le dernier jour d'un condamné ». Alors, pour vous aider un petit peu à répondre à la question, je vous propose quelques pistes qui vont vous aider, qui sont les suivantes. 1. Combien de fois est reprise l'expression « condamné à mort » 2. En quoi cette expression fait-elle écho avec le titre 3. Quel est le but escompté par l'opposition autrefois, maintenant 4. Quelle idée obsède le narrateur? Et puis vous allez directement relever dans le texte les termes et expressions qui reprennent cette idée d'obsession, de hantise. Et puis nous avons à la fin, quelles figures de style sont mises en œuvre par l'auteur pour émouvoir le lecteur, partisan de la peine capitale, pour adhérer à sa thèse. Alors je vous dis merci, bon courage, et surtout, alors ne pensez pas que normalement ces moments que nous passons ensemble, alors vous devez normalement les prendre comme une période de trêve dans laquelle vous allez essayer de travailler plus encore. Alors à tout le monde, je vous dis bonne chance.